Il est 3 heures du matin. Vous êtes réveillé. Pas à cause du bruit, à cause du silence. Le silence de votre trésorerie qui ne répond plus. Le silence de vos clients, absents, et ceux qui tardent à payer. Et cette question, vous la connaissez par cœur. Elle arrive directement dans le cerveau. Elle tourne en boucle, sans notification, comme un disque rayé. Comment vais-je payer les salaires dans 5 jours? Vous allez découvrir 4 leviers de survie. 1. Comment piloter une entreprise en crise sans franchir la ligne rouge juridique? Les 2 actions à faire dans les 48 heures pour stopper l'hémorragie et reprendre la main. Le piège méconnu du PGE, prêt garantie d'État, et pourquoi 70% des dirigeants s'y sont fait piéger. Et enfin, en 4, comment pensée systémique, re-engineering, cybernétique et métacognition permettent à une entreprise de rebondir aujourd'hui à l'ère de l'IA. Je m'appelle Corinne, chef d'entreprise pendant plus de 20 ans. Il y a quelques années, je l'ai traversé cette zone rouge où tout pouvait basculer en 72 heures. Et ce qui devait me tuer m'a propulsé. Et vous savez quoi? Ça a été le meilleur uppercut de ma carrière. Il m'a forcé à repenser mon business model de A à Z. Résultat, 3 ans plus tard, mon entreprise était leader sur son marché. Et c'est cette méthode que je vais partager avec vous ici. Aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants en tension, des PME en crise, avec ce que 30 années sur le terrain m'ont appris, quand ça brûle vraiment. Et c'est pour ça que je voudrais vous poser une question. Et si la crise économique que vous vivez n'était pas votre ennemi, mais votre boussole? Parce que ce que je vous propose, c'est d'apprendre à lire cette boussole pour voir exactement où votre entreprise s'est fracturée et comment, en suivant cette fracture, vous pouvez reconstruire des fondations plus solides. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous donner un cadre simple pour reprendre le contrôle d'une entreprise en tension financière, juridique, stratégique. Et ce, avant que les décisions ne vous échappent totalement. Et non, vous n'aurez pas besoin d'un diplôme d'ingénieur financier pour suivre, et éventuellement un bon petit café, un verre de jus d'orange ou pourquoi pas un verre de vin, cela dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ce que je vais partager avec vous n'est pas théorique, c'est de l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de slide, pas de PowerPoint avec des graphiques, juste des outils simples, concrets, ceux qui m'ont permis de transformer une entreprise au bord du gouffre en leader sur son marché. Et comment vous pouvez le faire aussi. On commence. Que vous dirigiez une PME de 10, 20 ou 50 personnes, voire même une structure beaucoup plus importante, plus complexe, ces outils fonctionnent à toutes les échelles tant que votre entreprise n'a pas franchi le point de non-retour. Tant qu'il reste une marge de manœuvre opérationnelle, bancaire, sociale, des négociations à mener, des leviers à déplacer. Alors, ce contenu est utile en prévention précoce. Alors, la crise que vous vivez, ennemi ou boussole? Pour répondre, commençons par le concret. Trésorerie, relance, négociation directe. Parce que
C'est toujours comme ça que ça commence. Des factures impayées, des fournisseurs qui resserrent, un gros virement qui se fait attendre, et parce que toute crise économique commence toujours par une rupture opérationnelle. Puis, dans la deuxième partie, nous allons monter en altitude, et de là-haut, la vision s'élargit davantage, et on peut voir que la vérité devient un petit peu plus brutale. Quand on colmate une brèche, on en provoque une autre. Vous coupez dans le budget com, ok. Vous sauvez la trésorerie, quelque temps. Mais 2-3 mois plus tard, vous perdez des clients. Vous avez besoin de signer un prêt pour tenir ce mois-ci et quelques mois suivants, jusqu'à ce que 2 ans plus tard, vous vous sentiez étouffé par la dette. Bref, vous agissez sur les symptômes, pas sur ce qui les crée. C'est là que les 4 leviers entrent en jeu. Pas 4 méthodes séparées, un seul et même système de pilotage. 1. La pensée systémique vous montre les boucles cachées. Comment une décision que vous prenez ici dans un service peut produire un effet là-bas, dans un autre service, des mois ou des semaines plus tard. En 2, nous verrons le re-engineering. Le re-engineering vous permet de démonter votre entreprise pièce par pièce, comme on démonte une vieille machine à café pour la rendre meilleure. On élimine tout ce qui étouffe et on la reconstruit autour de la valeur client. Oui, ça peut prendre du temps, mais en fait, vous finirez avec une machine qui fonctionne correctement. On abordera en 3 la cybernétique. Elle vous apprend justement à naviguer dans la tempête en temps réel, à ne pas forcer, ne pas vous opposer au système, mais à ajuster votre gouvernail à chaque vague. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bouche à virer et vous finissez trempé. Et la métacognition, le plus puissant des 4, observez d'où vous décidez. Est-ce la peur qui tient le gouvernail ou vous? Parce que c'est là que se jouent 80% de vos décisions. Pas dans les chiffres, pas dans les... Non, mais plutôt dans l'état mental dans lequel vous les lisez. Utilisés ensemble, ces 4 leviers font quelque chose de rare en gestion de crise. Ils vous permettent de voir venir le problème avant qu'il ne vous rattrape. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne. D'abord, nous allons parler chiffres. Un chiffre qui devrait vous intéresser. Pourquoi aujourd'hui, près de 70% des dirigeants qui ont pris un PGE en 2020 se débattent encore avec cette dette? Pendant que d'autres, face à la même crise, l'ont traversée sans s'endetter. Comment ont-ils fait? En utilisant vision systémique et action tactique. Pas en ajoutant de la dette. En redessinant leur modèle d'affaires. Donc, si vous voulez à la fois sauver votre entreprise et comprendre comment piloter la complexité à long terme, restez. Mais avant de vous montrer comment ça fonctionne, laissez-moi vous amener ailleurs. Juste un instant. Vous pensez qu'un effondrement arrive toujours lentement. Décembre 1999, plus qu'une tempête, un ouragan traverse la moitié de la France. Des régions entières sont privées d'électricité, plongées dans le noir pendant plusieurs semaines. Mon entreprise s'arrête net. Le silence est brutal. Pas de courant, pas d'ordi, pas de production,
Les chèques de ma régie publicitaire arrivent un à un impayés. Les invendus de mes éditions s'accumulent. En 3 semaines, mon chiffre d'affaires chute de plus de 70%. Puis, une nuit, je suis réveillée par la peur à 3 heures du matin, peur de perdre mon entreprise, peur de ne pas regarder mes salariés en face. Et pourtant, le lendemain matin, j'ai souri, comme si tout allait bien. Vous connaissez ce sourire, n'est-ce pas? Et puis, comme si ça ne suffisait pas, le coup de grâce sonne. La nouvelle loi Aubry sur le temps de travail arrive avec ses 35 heures, payé 39. Il faut produire avec 20% de temps en moins et une équipe déjà réduite de 30%. À ce moment-là, ce n'est plus une crise, c'est un système qui me dit, comme avant, ça n'est plus possible. Alors, j'avais 2 options. Me laisser couler ou pivoter. Rien n'était irréversible. J'ai pivoté. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis c'est possible. Et surtout que vous n'êtes pas seul. Mais il y a un point fondamental. Pivoter est un chemin qui exige de tout réexaminer, de tout remettre à plat sans complaisance. Dans mon cas, redresser l'entreprise a impliqué des décisions douloureuses, des ruptures contractuelles, des risques juridiques que toutes les entreprises ne peuvent pas ou ne doivent pas absorber. Voilà pourquoi ce pivot ne doit pas être un réflexe. Il doit être structuré et maîtrisé avant que le tribunal de commerce ne décide pour vous. Comment? D'abord, j'ai ouvert le dialogue avec mes équipes. Pas pour co-gérer, pas pour diluer la responsabilité, pour diagnostiquer face à face. Une question simple. Où ça bloque vraiment? Les réponses ont été précises et même parfois dérangeantes. Des clients peu rentables qui consommaient une énergie folle, des décisions repoussées par peur parce qu'émotionnellement trop coûteuses et des processus obsolètes. Avec mes équipes, nous avons cartographié chaque point de blocage et en 2 semaines, les nœuds réels sont apparus. Nous avons identifié 23 pistes d'amélioration, toutes centrées sur le client, le cœur même de l'ADN de mon entreprise. C'est là que j'ai pris conscience que considérer une entreprise comme une machine est une erreur. C'est un système vivant où chaque service est un organe interdépendant. L'argent n'est pas seulement là pour payer les factures, il est l'oxygène de l'organisation. Une bonne impulsion crée le mouvement, embauche, nouveaux produits. Une mauvaise peut paralyser un service et voire même gangréner les autres. Les impayés cumulés sont des caillots de sang qui ralentissent le flux de l'entreprise et les lourdeurs administratives sont comme des nœuds lymphatiques qui épuisent tout le corps de votre boîte. Regardez cette spirale. Les clients paient en retard, votre trésorerie se fragilise, votre croissance se bloque, vous ne pouvez plus investir, vos concurrents avancent. Je vous dirais bienvenue dans la machine à laver, infernale. Vous tournez, oui, mais vous n'avancez plus. Vous êtes
Sans autofinancement, vous êtes obligé de recourir à de la dette, ce qui réduira encore davantage votre autonomie et votre marge de manœuvre financière. Autre boucle, tout aussi classique, les retards de paiement fournisseurs. Les retards de paiement ralentissent les livraisons, la production baisse, les clients sont livrés en retard, certains annuleront même leurs commandes, ce qui impactera l'image de votre entreprise et puis le chiffre d'affaires continuera à baisser et la trésorerie plongera. Chaque étape aggrave la suivante. On n'est pas face à une action isolée, mais à une boucle qui s'amplifie. Chaque décision modifie l'équilibre global. Une entreprise ne s'effondre pas à cause d'un problème unique. En cybernétique, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. Positive, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle amplifie le problème. Alors, pourquoi ces mécanismes sont si difficiles à voir avant qu'il ne soit trop tard? D'abord parce que cela exige de penser en système, de voir le tableau d'ensemble, chaque service, chaque poste, chaque action et conséquences qui s'entrelacent. Et c'est difficile biologiquement. Il faut maintenir plusieurs variables en tête en même temps. Le stress, la peur génèrent une tension psychique tellement intense que notre capacité à gérer plusieurs informations à la fois réduit temporairement, ce qui fait que nous voyons la menace qui est juste devant nous. Notre cerveau bascule alors en mode réactif et c'est notre instinct de survie qui prend le relais. Et là, en prenant le relais, nous avons des réactions mécaniques. Et ce n'est pas un manque de compétences, c'est un réflexe humain ancré dans notre biologie, notre conditionnement et notre cognition. Alors, comment sortir de cette spirale quand notre cerveau nous empêche de voir clair? Dans mon cas, pour retrouver de la clarté et décider avec recul, j'ai d'abord ouvert le dialogue avec mes équipes. Faites de même. Pas uniquement les cadres les plus proches. Si vous avez 50 salariés, interrogez les 50. Si c'est 120, faites le tour des 120. Alors oui, je sais ce que vous pensez, 120 face à face, ça fait un peu beaucoup déjà. Et t'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse parce que c'est précisément dans ces 120 regards que vous allez voir la réalité de votre entreprise, dans les yeux de ceux qui font tourner la machine. Mais surtout, posez une règle claire. Le dialogue n'est pas un mode de gouvernance. En période de tension, le dirigeant n'est pas là pour partager l'angoisse. C'est de diagnostiquer les blocages réels. C'est de ramener de la clarté. Puis, il faut aussi des points de repère stables pour naviguer dans la tempête. 2 points de repère existent toujours. 1, votre client. 2, votre trésorerie. Commençons par la trésorerie. La trésorerie n'est pas un problème dans l'entreprise. C'est le thermomètre de tout votre système. Pourquoi? Parce qu'elle reflète toutes vos décisions. Quel est le point de convergence de tous vos flux? Vous agissez ou reportez vos décisions. Vos clients paient ou ne paient pas dans les délais. Vos fournisseurs patientent ou vous mettent la pression. Vos délais de production s'allongent ou raccourcissent. Bref, vous fonctionnez à flux tendu ou pas. Dans ce contexte, piloter sa trésorerie quotidiennement n'est pas une corvée administrative. C'est votre outil de diagnostic en temps réel. Votre levier pour passer du mode panique où je vais trouver 10 000 € d'ici la fin de la semaine en mode stratégie. Quelle est la boucle négative que je dois casser en priorité?
Votre bouclier, 10 minutes chaque matin. Vous voyez le système dans son ensemble. Les flux, les tensions, les points de congestion, les points de blocage. Vous n'êtes plus en réaction à courir derrière les problèmes. Vous transformez l'angoisse diffuse en clarté opérationnelle. Voilà, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ces 10 minutes changeront votre rapport à votre entreprise. Vous commencerez à voir les schémas qui se répètent. Des paiements clients qui sont toujours en retard. Des processus qui prennent du temps sans créer de valeur. Des produits qui immobilisent vos ressources sans rapporter. C'est là que commence réellement le pilotage. Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Les seuils que je vais aborder, en dessous de 30, entre 30 et 50, 50 et plus, ne sont pas des règles absolues. Par exemple, 2 entreprises peuvent réaliser chacune 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel par mois, l'une avec seulement 12 salariés et l'autre avec 50. Elles n'auront donc pas la même organisation, pas les mêmes charges, ni les mêmes contraintes de trésorerie. Ce qui détermine réellement votre organisation financière, c'est le croisement de 3 facteurs. Votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le volume de flux à piloter, votre BFR, c'est-à-dire vos délais clients, fournisseurs, les stocks, et la complexité de votre modèle économique, c'est-à-dire une ou plusieurs activités, une ou plusieurs banques, un ou plusieurs sites. Donc maintenant que ce cadre est posé, entrons dans le concret. Que se passe-t-il quand vous avez une petite structure en dessous de 30 salariés, 10 ou 20? Il y a un socle indispensable. Généralement, c'est le dirigeant qui le porte. Et ce socle repose sur 2 piliers essentiels. Premier pilier, connaître votre solde de trésorerie exact chaque matin. Pas d'estimation. Le chiffre réel après chaque mouvement de la veille. C'est votre point de départ. Ensuite, deuxième pilier, avoir une vision à 30, 60 et 90 jours. Quelle échéance arrive? Quels encaissements sont attendus? Quels décalages peuvent être négociés? Quels flux peuvent être débloqués en priorité? Le dirigeant doit être en première ligne, appeler les clients stratégiques, négocier un délai fournisseur critique. Les acteurs externes veulent sentir le décideur, ils veulent parler aux dirigeants. Maintenant, passons aux structures un peu plus grandes, entre 30 et 50 salariés. Alors là, vous êtes trop grand pour tout gérer tout seul, mais encore un peu petit peut-être pour vous payer une direction financière. Résultat, vous découvrez les tensions de liquidité un petit peu trop tard, quand les problèmes sont déjà là. Alors, à cette taille, vous avez déjà un BFR important, des stocks, des clients qui payent en retard, des fournisseurs à gérer. Alors, que faire? Mettez en place une tour de contrôle trésorerie. Par exemple, vous pouvez prendre un responsable financier, externalisé ou à mi-temps, à temps partagé, établir un plan de trésorerie à 13 semaines, un rituel hebdomadaire court et un tableau de bord très simple centré sur vos liquidités. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, là, les volumes explosent, les enjeux sociaux et bancaires se multiplient et le dirigeant n'est plus dans l'opérationnel financier. Son rôle devient tactique, arbitrer, valider les hypothèses avec son DAF, piloter la gouvernance.
Mais en fait, quelles que soient les entreprises, quelle que soit la taille des boîtes, une chose ne change jamais. Le dénominateur commun, c'est la trésorerie. Quelque chose qui est essentiel à mon sens, à bien garder en tête, c'est que le cash est stratégique. Non, il n'est pas optionnel et sans lui, toute stratégie devient théorique. C'est exactement pour cela que maintenant, on va parler chiffres et actions prioritaires. Actions prioritaires pour stopper l'hémorragie en 48 heures. Action numéro 1. Construisez votre plan de trésorerie à 13 semaines. Pourquoi 13 semaines? Parce qu'en dessous, vous n'avez pas le temps d'agir. Au-delà, il y a trop de variables. Vous pouvez rien prédire. Alors, faites ce plan semaine par semaine et jour par jour, vous voyez, pour savoir exactement combien de temps avant le point de non-retour. Si votre PME compte plus de 50 salariés, ce travail se fait avec votre DAF. Si nécessaire, et votre DRH, et pourquoi pas un avocat spécialisé. L'objectif, poser 3 scénarios, 3 prévisionnels financiers, optimistes, tendanciels, pessimistes, analyser le BFR et identifier le risque avant qu'il ne vous rattrape. Action numéro 2, identifier vos 3 flux principaux bloqués. Financiers, les clients à relancer, les postes à renégocier, l'opérationnel, les étapes à simplifier, les produits à arrêter. Et puis le décisionnel, les décisions que vous repoussez depuis trop longtemps. Ces décisions, prenez-les maintenant. Et maintenant, pour le cas, une question difficile. Vous n'avez pas assez d'argent pour payer tout le monde, n'est-ce pas? Alors, qui payez-vous en premier? Et cette question n'est pas seulement financière, elle engage aussi votre responsabilité juridique, parfois même pénale. Il existe un ordre de priorité clair, 4 règles d'or pour protéger votre tête, votre patrimoine et votre entreprise. Première règle, les salaires. Les salaires, c'est votre priorité absolue. Ils sont super privilégiés. D'abord, c'est votre équipe et c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. En règle numéro 2, l'URSSAF et certains organismes sociaux et les impôts. Ce sont des créanciers, eux, privilégiés. Ils peuvent déclencher une procédure collective en cas de non-paiement. Donc, ne jouez pas avec ça. Troisième règle. Payez vos fournisseurs, ce sont vos créanciers chirographaires. Ce que vous pouvez faire, c'est les classer en 2 catégories. Les fournisseurs critiques et ceux sans qui l'activité s'arrête. Donc vous avez l'énergie, les matières premières, la logistique. Et les autres, leur rôle est moins vital. Donc ce sont vos fournisseurs non essentiels. Donc leur règlement peut être reporté. Et en règle numéro 4, payez en dernier les fournisseurs non essentiels et la banque. Alors, sur le plan juridique, ils interviennent au bas dans l'ordre des priorités, car le non-paiement temporaire ne bloque pas votre activité. En revanche, je dirais prudence avec la banque, parce que le droit et la pratique ne racontent pas toujours la même histoire. Sans garantie réelle, la banque est un créancier classique, quoi qu'il arrive. Avec des garanties, hypothèques, nantissement, caution personnelle, elle devient privilégiée. Elle peut geler vos comptes, mais dans les 2 cas, elle peut aussi vous blacklister. Donc une règle d'or, avec votre banquier, pensez que c'est un partenaire qui gère du risque. Maintenez un dialogue transparent, soyez cash. Votre mission lui prouver que vous êtes un risque gérable. Donc anticipez, chiffrez, proposez, tenez parole. Mais en fait, soyons clairs. Je vous aide juste je vous donne la carte avec les directions. Quand le terrain devient miné, soyez accompagnés. Prenez un expert, un avocat spécialisé. Eux savent parfaitement où sont placées les mines.
et avec précision. Maintenant, un point essentiel. Tout ce que je viens d'expliquer, de vous donner, le plan à 13 semaines, la hiérarchie des créances, le dialogue avec la banque, ce sont des mesures d'urgence. Elles servent à tenir quand le bateau tangue. Une fois la crise passée, ce plan de trésorerie devient simplement un tableau de bord. Mais toutefois, il y a un point clé à conserver. Ces actions stoppent l'hémorragie, mais elles ne traitent en aucun cas la maladie. Piloter votre trésorerie, c'est voir les symptômes. Traiter les causes, c'est faire du re-engineering systémique. Concrètement, cela signifie démonter votre entreprise pièce par pièce, service par service, poste par poste, repérer chaque point de blocage, rebâtissez-la autour de la valeur client. D'abord, questionnez chaque service, chaque pratique commerciale, production, ressources humaines, services après-vente. Pourquoi et comment chaque mission est exécutée? Sert-elle encore vos objectifs et ceux de votre entreprise? Ensuite, redéfinissez du point de vue du client, de sa commande à sa livraison. Que voit-il? Quelle est son expérience? En 3, éliminez tout ce qui n'apporte pas de valeur. Tâches, validations, procédures, tout ce qui freine sans créer de résultats pour votre client. Enfin, autonomisez. Ceux qui font le travail savent mieux que vous ce qui fonctionne. Donnez-leur le pouvoir de décider rapidement, avec une direction claire. Questionner, redéfinir, éliminer, autonomiser, résultat, moins de 25% des coûts fixes en moins de 6 mois. Mais attention, si vous voyez ces actions comme des tâches isolées, vous allez vous épuiser. Ce qui fait la différence, ce n'est pas chaque action prise séparément, mais la manière dont elles se répondent, s'enchaînent, se renforcent. Un mouvement ici peut propulser l'ensemble du système ou le bloquer complètement. C'est ça le pilotage et la vision systémique. Nous venons de voir comment ces actions se répondent et s'enchaînent à l'intérieur de votre système, de votre structure, de votre entreprise. Mais votre entreprise, elle est plongée dans un environnement qui lui aussi bouge, change. Alors que se passe-t-il quand l'environnement lui-même change? Soudain, un concurrent arrive et casse les prix. Une pandémie bloque tout, même quand vous pensiez tout contrôler. C'est ici qu'intervient la cybernétique. William Ross Ashby, l'un de ses principaux théoriciens, l'a formulé clairement. Seule la variété de vos réponses permet de maîtriser la variété des menaces. Prenez une partie d'échecs. Si votre adversaire peut faire 100 coups différents, mais que vous n'en connaissez que 30, vous avez déjà perdu. Peu importe l'argent que vous allez injecter dans la partie, dans votre entreprise. Votre manque de réponse stratégique vous condamne. Et c'est là que beaucoup font une erreur fatale. Essayez de résoudre un problème complexe, systémique, avec une solution simple. Prendre un prêt pour tenir, par exemple, sans changer votre manière de fonctionner. C'est comme acheter du temps sur l'échiquier sans apprendre de nouveaux coups. Cette capacité à multiplier vos réponses, c'est précisément ce que la cybernétique nous enseigne.
Et pour comprendre comment, revenons à son origine. La cybernétique, ça vient du grec ancien qui veut dire gouvernail. C'est l'art de diriger un bateau, de piloter dans la tempête. En utilisant l'information qui remonte, ce que j'appelle des boucles de feedback et la régulation. Imaginez, pour comprendre, imaginez vous naviguez en pleine mer et une vague arrive vers vous, vous manœuvrez le gouvernail, vous la surfez. Et une plus grosse encore arrive et vous ajustez immédiatement. Vous ne réfléchissez pas. C'est ça la régulation. C'est s'ajuster en temps réel à l'intensité de chaque vague, sans jamais lâcher le cap. En entreprise, c'est exactement la même chose. La cybernétique vous apprend à devenir ultra stable. Pas à encaisser les chocs, les dents serrées et la boule au ventre, mais à réorganiser vos pièces en pleine tempête, à ajuster vos processus, votre offre commerciale, votre structure mentale pour que la variété de vos réponses devienne plus grande que le problème lui-même. Un exemple concret, un de vos principaux clients vous demande un délai de paiement de 60 jours au lieu de 30 jours, réflexe classique, surtout si la trésorerie est extrêmement tendue, refusez. Avec l'approche cybernétique, ok pour 60 jours, mais en échange, j'ai besoin d'une confirmation de commande pour les 2 prochains trimestres et d'un acompte de 20 à 30% à la signature. Vous utilisez sa contrainte pour créer votre visibilité. Vous transformez un problème de trésorerie en levier de croissance prévisible. C'est ça, surfer sur la vague, en pleine tempête, au lieu de la combattre. Beaucoup confondent réagir avec piloter. Le stress, évidemment, ça ne permet pas de s'ajuster. Donc là, en pilotant, vous vous ajustez au système, pas contre le système. En physique, on connaît ça depuis plus d'un siècle avec le principe de Le Chatelier. Un système soumis à une contrainte réagit toujours de façon assez opposée. Ce qui veut dire que plus vous allez forcer sur le système, sans en modifier la structure, plus il résiste. Trésorerie à zéro, panique du dirigeant, report des paiements fournisseurs. Ok. Réplique immédiate de vos fournisseurs. Vos livraisons seront retardées, voire même bloquées. La production va prendre du retard. Qu'est-ce qui va se passer si la production prend du retard? Les clients vont être livrés en retard. Vous hurlez, vous imposez des mesures strictes, l'équipe se bloque, se braque, la tension monte, les flux se contractent, vous ne pilotez pas, non, vous amplifiez le problème. Alors, voici la méthode. Ne luttez pas contre la tempête. Utilisez sa force. C'est exactement ce que font la pensée systémique et la cybernétique ensemble. La pensée systémique, c'est voir les interdépendances, comment vos décisions interagissent, comment certaines boucles, justement, s'amplifient, comment elles amplifient les tensions. La cybernétique, c'est votre main sur le gouvernail, celle qui ajuste l'angle de vos voiles en temps réel, pour transformer les vents contraires en propulsion. Sans vision systémique, il n'y a pas de cybernétique possible en entreprise. Le message est simple. Diriger, ce n'est pas attendre que l'orage s'arrête. Quand l'orage dure trop longtemps, le réflexe est presque toujours le même. On cherche une solution externe. Un prêt, une ligne de crédit. Quelque chose pour que finalement rien ne change. C'est une erreur de structure. La cybernétique vous apprend autre chose. Si votre structure mentale s'ajuste,
elle s'ajuste à votre entreprise s'ajuste à son marché. Autrement dit, vous ne pilotez pas seulement avec des outils, des chiffres ou des process, vous pilotez avec votre manière de penser. La cybernétique ne cherche pas à vous rendre plus résistant, elle vous rend plus ajustable, moins rigide, plus conscient de vos réactions, plus sciant, capable de modifier votre réponse avant que le système ne vous échappe. Et c'est là que tout se joue. Comment? En apprenant à observer vos habitudes de pensée. Observez ce qui se déclenche automatiquement chez vous quand la pression monte. Vos réflexes, vos décisions prises par habitude. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est de loin le levier le plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est dans cet espace d'observation que vous ne réagissez plus par réflexe. Vous choisissez le mouvement. C'est ici que naît le libre arbitre. Votre réel pouvoir décisionnel, votre capacité à naviguer ne dépend plus de la météo, mais de la variété de vos réponses internes face à n'importe quel vent. C'est exactement ce cadre de travail que je vais partager avec vous dans une série de vidéos, une méthode concrète appliquée pour piloter votre entreprise en temps réel, en combinant pensée systémique, re-engineering, cybernétique et métacognition. Maintenant, pour vous montrer l'importance de cette approche, souvenez-vous de mars 2020, confinement. Votre chiffre d'affaires tombe à zéro. Vos charges, elles restent. Et là, on vous propose un truc magique, le PGE, le prêt garanti d'État, une aide universelle. C'est Noël au mois de mars. 140 milliards distribués en quelques mois. Procédure simple, taux bancaire bas, pas de caution personnelle. Si défaillance d'entreprise il y a, ça sera le contribuable qui prendra la relève. La majorité des entrepreneurs ont signé et ils ont eu raison de vouloir sauver leur entreprise. Mais peu ont vu la réalité. Ce n'était pas une aide universelle, c'était un transfert de charges, un transfert de risque vers les entreprises. L'État vous oblige à fermer votre entreprise, la banque vous prête, 70% des dirigeants ont signé le PGE aussi vite qu'une tablette de chocolat dévorée après une rupture sentimentale. Le réflexe, on cherche un réconfort immédiat. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une réponse émotionnelle à la peur. Il a été confondu comment tenir ce mois-ci avec comment être en position de force dans 2 ou 6 ans. Résultat, cette tablette de chocolat, vous allez la rembourser pendant 6 ans avec intérêt. Pendant que vos coûts explosent. Vous ne vous êtes pas endetté pour investir. Vous vous êtes endetté pour ne pas travailler. La solution n'était pas de réagir plus vite, ni de différer les décisions, mais de voir ce qui s'activait en vous. Face à une information perçue comme menaçante, comme la peur, un noyau de neurones, un petit paquet là, l'amygdale, s'active dans notre cerveau. C'est automatique, c'est biochimique, c'est une réponse de survie qui prépare notre corps soit à combattre, soit à fuir, soit à se figer. La peur n'est pas un simple sentiment, mais une force d'impuissance mentale.
Lorsque la peur est active, l'intellect rationalise, l'émotion justifie nos réactions. Dans cet état, l'objectivité nous échappe. Alors, comment éviter ce piège? Comment ne pas être ce dirigeant qui signe un engagement sous-tendu par la peur? Imaginons votre banquier. Exemple. Votre banquier vous appelle, il ne vous propose pas un prêt comme il était convenu, mais une ligne de crédit de 50 000 euros. Votre premier réflexe, soulagement, n'est-ce pas? Stop. 30 secondes, respirez. Seulement, observez maintenant ce qui ne se voit pas. Une ligne de crédit n'est pas un financement à long terme. C'est un outil de trésorerie. Court terme, révisable, conditionné à vos ratios. Cette ligne de crédit, elle vit tant que votre situation rassure la banque. Mais suivant la conjoncture, elle peut être réduite, non renouvelée ou dénoncée. Et statistiquement, quand est-ce qu'une ligne est réexaminée? Quand les comptes se tendent. Ajoutez à cela un taux souvent supérieur à celui d'un prêt amortissable, une commission d'engagement sur le non utilisé, des frais annuels et surtout une incertitude structurelle. Sur l'instant, la ligne de crédit, ça rassure. Ça rassure toujours quand on a peur. On choisit presque toujours ce qui rassure. Alors marquez une pause. La question n'est pas qu'est-ce qui me donne de l'air là, maintenant, tout de suite. La réelle question est est-ce que mon financement correspond à la durée de mon risque? Voici votre filtre anti-panique. 30 secondes, 3 questions. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Colère, frustration, peur, urgence. Quels sont vos marqueurs somatiques? Vous avez mal dans le dos, au ventre, à l'estomac, à la gorge? Est-ce que je réagis à cette émotion ou est-ce que je décide réellement? Et si j'avais 48 heures de plus, est-ce que je prendrais la même décision? Ces premières 30 secondes peuvent vous sauver, non pas de la crise, mais de vous-même. C'est ici que le réel levier apparaît. Lorsque vous observez ces mécanismes intérieurs, au moment exact où ils se déclenchent, en temps réel. À cet instant, quelque chose change. Vous reprenez la main, vous choisissez votre réponse, vous agissez en conscience, au lieu d'être piloté par un réflexe archaïque. Vous sortez du mode automatique. En fait, au lieu d'être la pièce sur l'échiquier qui panique, vous êtes le joueur qui observe le plateau et ajuste la variété de ses coups en temps réel. Certains dirigeants, vous savez, armés d'une lecture systémique, ont exploré d'autres voies pendant la pandémie. Renégociation avec leurs fournisseurs, pivot d'offres commerciales compatibles avec le confinement, lancement de nouveaux produits adaptés à cette nouvelle cible par exemple. Ils n'ont pas nié la crise, ils ont refusé d'être aveuglés par elle. Et d'autres encore, sous tension financière, ils ont compris qu'il existait des options peu connues mais puissantes. Ils ont anticipé, ils se sont adaptés, ils ont utilisé l'arsenal juridique existant, comme le mandat ad hoc et la conciliation. Le mandat ad hoc, c'est simple, un tiers de confiance nommé par le tribunal vous aide à négocier avec vos créanciers. Confidentiel, sans publicité, vous gardez le contrôle. Le facilitateur rend les discussions plus sûres, plus crédibles. Et la conciliation,
elle va un cran plus loin. L'accord peut être validé par le tribunal, vos créanciers ne peuvent plus revenir dessus et les poursuites peuvent être suspendues pendant les négociations. On ne parle pas de procès. On parle de négociation, mais avec un cadre sécurisé. Pas besoin d'un cabinet d'avocats dont l'oxygène est facturé en option premium. On parle d'anticipation stratégique, exactement comme un bon dirigeant qui diversifie ses fournisseurs avant la rupture de stock. Vous voyez ? Ces procédures ne sont pas la fin. Elles peuvent être des leviers de négociation confidentiels et sous votre contrôle. Maintenant, la réalité, évidemment, ces procédures ont un coût. Il faut payer un mandataire, le greffe et éventuellement un avocat spécialisé. Mais posez-vous la question, face à la menace d'asphyxie liée au remboursement d'un prêt PGE, qu'est-ce qui pouvait coûter le plus cher? C'est ça qu'il faut voir. Payer un professionnel pour négocier intelligemment ou continuer à rembourser pendant 6 ans une dette qui étrangle votre trésorerie. Avec le mandat ad hoc ou la conciliation, le risque pouvait rester modéré, maîtrisable. Voilà, vous savez désormais pourquoi des milliers de dirigeants aujourd'hui sont coincés avec cette dette. Vous avez fait ce que vous pouviez avec les informations que vous aviez, mais maintenant vous en savez plus. Et savoir ça aujourd'hui, ça change tout pour demain. Alors, on continue parce que de toute façon, il y a toujours des solutions. Mais pour les voir, il faut d'abord comprendre ce qui se passe en vous quand la pression monte. Comment rester lucide quand la peur guide vos décisions? C'est là que le rôle de chef d'entreprise devient réellement difficile. Quand l'entreprise tangue, qu'elle est au creux de la vague, cette responsabilité devient un poids permanent. Les chiffres tournent en boucle dans votre tête, les échéances approchent, les salariés regardent vers vous. Il faut décider, oui, et parfois céder à l'urgence. Le problème n'est pas le PGE. Le problème, c'est l'état intérieur depuis lequel la décision est prise. Sous la pression, la crainte s'installe et elle pousse à chercher une solution immédiate pour que tout continue, rien ne lâche. Tant que le dirigeant ne comprend pas ce qui se joue derrière la crainte, il est ballotté en permanence par des décisions dictées par l'émotion, souvent au prix d'une grande fatigue nerveuse et d'une réelle souffrance. Ça, je le sais. À l'inverse, lorsqu'il parvient à observer ce mécanisme intérieur et à faire ce pas de côté, une autre voie devient possible. Il est en mesure d'ajuster ses réponses à la réalité de son modèle économique, à construire du sur-mesure et à reprendre la main sur sa trajectoire. Désormais, avant de signer quoi que ce soit, posez-vous cette question. Où je serai dans 12 ou 24 mois si j'accepte cette offre? Analysez votre trésorerie réelle et actuelle. Où se situe le seuil critique? Où vous ne pourrez plus payer? Refaites le calcul avec l'offre, en l'intégrant. En intégrant remboursement, frais, contraintes. Et souvent là, la réalité inconfortable apparaît. C'est-à-dire que l'offre ne résout absolument pas le problème, elle le déplace ou parfois même l'aggrave. Avant d'aller plus loin, gardez une réalité en tête quand même. Tout cela suppose que vous n'avez pas encore franchi le point de non-retour, c'est-à-dire le seuil de cessation de paiement. Ce moment où votre trésorerie disponible ne suffit plus à régler vos dettes échues.
À partir de ce moment-là, le compte à rebours commence, 45 jours maximum. 45 jours pour déclarer votre entreprise au tribunal. Vous risquez une interdiction de gérer ou une faillite personnelle. Donc c'est pourquoi agir avant ce seuil change absolument tout. En résumé, ces outils sont puissants, mais aucun plan remplace un accompagnement juridique dès que la situation devient critique. Parce que comprenez bien ceci, la plupart des crises ne détruisent pas les entreprises. Elles révèlent simplement ce qui tenait que par habitude. S'il fallait résumer l'essentiel en une seule idée, nous avons commencé cette vidéo avec une question qui vous réveille à 3 h du matin. Comment vais-je payer les salaires dans 5 jours? Mais après cette heure passée ensemble, vous savez maintenant que la réelle question n'est pas là. La réelle question, c'est depuis quel état intérieur je dirige mon entreprise, je décide. Imaginez 2 chefs d'entreprise, 2 dirigeants face à la même tempête. Le premier voit arriver une vague, il panique, il manœuvre, il est stressé, il manœuvre dans tous les sens pour pouvoir affronter les vagues, et puis il coule. Le second, lui, en revanche, voit exactement les mêmes vagues. Mais lui, il observe réellement. Il considère leur forme, leur intensité. Il ajuste l'angle de son gouvernail. Il les surfe en temps réel. La différence, vous voyez, c'est pas la vague, c'est pas les vagues, c'est la qualité de l'observation du pilote. Et cette qualité décide de votre trajectoire. Alors voici ce que je vous propose demain matin. Prenez 10 minutes. Ouvrez votre trésorerie, pas pour paniquer, mais pour observer. Posez-vous ces 3 questions. Combien de temps avant le seuil critique? Quelle boucle négative je répète depuis plusieurs mois? Et quelle décision j'ai repoussée qui pourrait tout changer? Ces 10 minutes vont vous montrer votre système. Pas forcément et uniquement votre comptabilité, votre système. Ce que nous venons de voir dans cette vidéo, ce n'est que la surface. Sous vos yeux, votre entreprise fonctionne avec des lois invisibles, des boucles de feedback, des régulations. C'est ce que Norbert Wiener, le père de la cybernétique, a décrit il y a plus de 75 ans. Pourquoi vos collaborateurs se désengagent malgré vos plans d'action? Pourquoi vous essayez d'accélérer et que votre système, lui freine? Si vous poussez et que ça résiste, ce n'est pas un problème d'effort, c'est un problème de structure. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ces lois fonctionnent et surtout comment les utiliser pour que votre système travaille avec vous et non contre vous. Demain matin, si vous vous réveillez encore à 3 h du matin, posez-vous cette question et que vous vous posez cette question encore, comment vais-je payer les salaires? Vous ne serez plus seul face à elle. Vous saurez quoi faire, pas réagir, piloter. Rendez-vous dans la vidéo numéro 2.